Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. Le thème de conférence de cet après-midi porte, n'est-ce pas, sur la proposition d'une nouvelle désignation des sciences de la vie et de la terre. Je disais, le thème de conférence de cet après-midi porte sur la proposition d'une nouvelle désignation des sciences de la vie et de la terre. Nous allons commencer par une courte présentation. Les présents travaux ont pour but de suggérer à la plus haute instance de tutelle en charge de l'éducation scolaire à travers la planète, c'est-à-dire l'UNESCO, une nouvelle appellation des sciences de la vie et de la terre en tant que matière inscrite dans les programmes d'enseignement primaire, secondaire et supérieur. En effet, la nécessité, sinon l'urgence, d'opérer un tel changement repose fondamentalement sur, n'est-ce pas, un certain nombre de facteurs, dont les plus principaux demeurent les suivants. Primo, les notions inculquées dans cette discipline sont bien au-delà de la seule vie sur la planète Terre au regard des différents centres d'intérêt. Secondo, désigner les sciences par le groupe de mots « sciences de la vie et de la terre » ne répond plus nécessairement, n'est-ce pas, aux exigences ni au contexte du monde actuel caractérisé par la conquête acharnée de l'espace. Entendez par cette conquête le dessein de coloniser de nouvelles planètes situées à des années-lumière pour un mieux-être, n'est-ce pas, de l'humanité. Certes, nous n'avons pas la prétention de disposer, n'est-ce pas, d'une science infuse en matière de choix des noms attribuables à telle ou telle autre discipline scolaire, mais quelques-uns retiendront, n'est-ce pas, notre humble attention, qui nous paraissent, si vous voulez, comme étant les mieux adaptés. Prétendre, si vous voulez, de notre part, qu'ils sont les mieux adaptés, revient à dire qu'ils sont nécessairement susceptibles de révolutionner les sciences en suscitant, n'est-ce pas, un déclic à l'égard de l'apprenant ou de l'étudiant. Afin d'éviter de transformer ces travaux en un simple catalogue de noms, si vous voulez, ou d'appellations, il nous a plutôt semblé, n'est-ce pas, réaliste d'en suggérer deux, donc, entre autres, sciences de la matière et de l'univers et sciences des règnes et de l'univers, considérant que le rôle du scientifique est d'aller à la découverte, n'est-ce pas, des secrets, n'est-ce pas, des minéraux, de la flore, ainsi que ceux de la faune, à travers tout le monde et tout l'univers, pas seulement sur la Terre. Force est de constater que nous avons procédé à une simple substitution des vocables vie par matière et celui de terre par univers, pour la bonne raison que cette discipline prend en compte non seulement la matière en général, c'est-à-dire la matière vivante et inerte, mais aussi et surtout, elle étend son champ d'action hors, n'est-ce pas, de la planète. Dans l'une des appellations que nous venons de citer dans le paragraphe tout à l'heure là, comme dans l'autre, il est loisible de mettre en lieu et place du terme science celui de étude, ce qui devient naturellement étude de la matière et de l'univers ou étude des règnes dans l'univers. Le contenu de nos travaux dans les lignes, n'est-ce pas, qui suivent, porte essentiellement sur l'argumentation de notre thèse. Donc nous avons fini avec la présentation. Nous allons passer rapidement au corps du sujet, c'est-à-dire au développement. À l'instar de toute autre discipline enseignée du primaire au supérieur en passant par le secondaire, les sciences qui se révèlent comme étant l'une des principales
ont successivement été objets des changements d'appellation les plus radicaux d'ailleurs d'époque en époque. Parmi cette multitude d'appellations, nous pouvons citer pêle-mêle sciences d'observation. Après sciences d'observation, il y a eu sciences naturelles. Maintenant, sciences de la vie de la Terre telle qu'il est aujourd'hui donné d'entendre. Loin d'être purement fantaisiste, n'est-ce pas, comme pourraient le penser certains esprits non avertis. Ces appellations se sont souvent inscrites dans la volonté de l'UNESCO à mettre sur pied un signifiant ou un appelant qui puisse fidèlement correspondre à la chose enseignée dans la dite discipline. Si par exemple l'appellation science d'observation fut à un moment de l'histoire substituée par celle de sciences naturelles, c'est eu égard au caractère, n'est-ce pas, notoirement empirique qu'inspirait le terme observation. Or, la science est quasiment loin de se résumer à l'empirisme et à l'expérience. Elle se veut à la fois rationnelle. Il en est de même du cas des sciences de la nature, l'appellation science de la nature. Il en est donc de même du cas des sciences naturelles, appellation qui, en son temps, limitait cette importante discipline au seul volet de la nature, tout en éludant sa vocation culturelle. Si ces deux appellations se sont vues tour à tour abandonnées en faveur de celle de sciences de la vie et de la terre, en abrégé SVT, aujourd'hui en vigueur, est-il possible d'affirmer raisonnablement que celle-ci cadre avec les sciences en tant que matière au double regard des programmes et de la tendance géophysique ou géospatiale, n'est-ce pas, de l'heure? C'est à cette question que nous attellerons à apporter des éléments de réponse idoines tout au long, n'est-ce pas, de nos travaux. Toute matière dispensée dans les écoles et universités est désignée par un nom ou un groupe de mots. Lequel nom ou groupe de mots doivent être, ou bien du moins doivent refléter la matière désignée, autrement dit, être en parfait rapport avec cette matière. Depuis l'avènement de l'éducation scolaire, innombrables sont les matières ayant connu des changements ou des modifications d'appellation pour des raisons de discordance. Voici un exemple dans un passé très récent. L'une des matières dispensées dans le cycle primaire était appelée calcul ou arithmétique. De nos jours, la même matière est connue sous le nom de mathématiques. À la question de savoir pourquoi ce changement d'appellation, n'est-ce pas, alors que les centres d'intérêt sont, n'est-ce pas, restés les mêmes, voici, n'est-ce pas, la réponse dans les lignes suivantes. En effet, force est de reconnaître que les premières appellations, notamment calcul ou arithmétique, n'étaient guère en adéquation avec le contenu de cette matière. Plutôt que, n'est-ce pas, de simples calculs arithmétiques, cette matière, il faut le préciser, se veut une science du calcul et de la mesure des grandeurs. Elle est un ensemble des opérations logiques appliquées au concept des nombres, des formes et d'ensemble. Nous pouvons conclure partiellement dès lors que l'appellation calcul, jadis en lieu et place des mathématiques, aujourd'hui en vigueur, n'était ni fidèle ni conforme à l'esprit, n'est-ce pas, de la discipline qu'elle était supposée, n'est-ce pas, désigner. Ce qui logiquement, n'est-ce pas, ne pouvait que créer des sérieux dysfonctionnements dans son enseignement.
D'ailleurs, de nos jours, l'on ne parle plus de livres de calcul ou d'arithmétique dans le primaire, mais plutôt celui de mathématiques. Revenons sur l'épicentre de nos travaux qui ne portait pas certes sur le changement de désignation intervenu dans cette discipline de base que sont les mathématiques, mais nous avons jugé utile, n'est-ce pas, de faire, si vous voulez, un minuscule voyage dans l'histoire, puisqu'elle n'a de cesse, la coutume, n'est-ce pas, de se répéter. Nous pensons, en notre humble avis, que le moment serait venu de substituer l'appellation science de la vie et de la terre qui nous semble en parfaite osmose, avec celle qui nous semble en parfaite osmose, n'est-ce pas, avec le contexte du monde actuel pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il faut substituer l'appellation science de la vie et de la terre par une qui nous semble en parfaite osmose avec le contexte du monde actuel. Et cela pour plusieurs raisons. D'entrée, nous proposons l'appellation science de la matière et de l'univers en remplacement des sciences de la vie et de la terre. Le signifiant science de la vie et de la terre nous semble inexact et restreignant quand on sait que le champ d'action de son signifié ne se limite pas exclusivement à la vie sur la terre, mais s'étend plutôt à la matière en général dans l'univers tout entier. La science ne nous enseigne pas que le vivant. Elle nous enseigne également l'inerte parce que la matière peut se présenter soit sous forme de vie, c'est-à-dire la flore et la faune, soit sous forme d'inertie, c'est-à-dire les minéraux. Il revient à la science de nous faire, n'est-ce pas, comprendre cela. Dans le même ordre d'idées, si nous posons la question de savoir à la science, la vie se limite-t-elle à la seule planète Terre, nous osons espérer qu'elle nous répondra par la négative, même si jusqu'ici, ces hommes ne nous ont pas encore apporté des éléments de preuves palpables liées à la présence de vie sur d'autres planètes et préfèrent plutôt parler au conditionnel. Excusez. C'est le cas de Mars avec la présomption d'existence d'eau et des micro-organismes. Lorsque nous parcourons les tables de matière des manuels de sciences au programme scolaire, nous nous rendons compte que certains chapitres restent consacrés à l'étude du système solaire en général. Or, qui dit système solaire dit, n'est-ce pas, Jupiter, Mars, Mercure, Saturne, etc. C'est pourquoi nous estimons loisible de procéder, n'est-ce pas, à la substitution du terme Terre par celui de l'univers, afin de créer un déclic vis-à-vis de l'apprenant, c'est-à-dire l'écolier, le lycéen et le chercheur, qui désormais prendra, c'est-à-dire cet apprenant qui prendra conscience de son devoir d'étendre jusqu'au-delà de la Terre son champ d'action. L'adoption du mot univers en lieu et place de celui Terre contribuerait à catalyser ou, si vous voulez, à décupler, n'est-ce pas, ces efforts, c'est-à-dire les efforts de l'apprenant et du chercheur. Reclure la science à la seule vie sur la Terre a ceci de handicapant de valoriser la notion géocentriste autrefois en vigueur et aujourd'hui frappée d'obsolescence et de désuétude. Autrement dit, refuser délibérément la mise en pratique de celle héliocentrisme en même de contribuer à l'essor scientifique, technique, technologique, en tout cas à la révolution tous azimuts. L'adoption de sciences de la matière et de l'univers comme signifiant viendra de manière in extremis aujourd'hui où, plus que jamais, coloniser d'autres planètes devient davantage le rêve le plus ardent
de l'humanité à cause de l'épineuse question du réchauffement climatique ou effet de serre. La tendance actuelle est la conquête de l'espace en vue de trouver, n'est-ce pas, des colonies de peuplement quand on sait l'avancée du désert. Il revient donc de plein devoir à la science d'emboîter le pas aux physiciens, aux mathématiciens, aux roboticiens qui sont déjà dans l'espace et que sais-je. Tant que sera d'actualité l'appellation science de la vie et de la terre, l'écolier, le collégien et même le chercheur, n'est-ce pas, comprendront difficilement qu'apporter des éléments de réponse, n'est-ce pas, à la savante question est-ce que la vie est possible ailleurs relève, n'est-ce pas, de leur seule prérogative. L'une des conditions sine qua non susceptibles de créer un déclic à l'endroit du citoyen qui étudie les sciences demeure le passage de l'appellation science de la vie et de la terre à celui de science de la matière et de l'univers ou science des règnes et de l'univers. Quand nous parlons de déclic ici, nous faisons allusion à la ferme volonté, n'est-ce pas, d'étendre son activité au-delà de la terre. Question de donner les chances à cette fameuse conquête de se faire de manière plus efficace, ou la manière la plus efficace. La NASA, de par son programme CEFI, a besoin des biologistes, des botanistes, des géologues, et non pas exclusivement des mathématiciens, qui sont dans l'espace, des physiciens aussi, des chimistes et encore moins des roboticiens. Le meilleur spécialiste parmi ces trois premiers ci-dessus cités à cette ère contemporaine, dominée par la conquête spatiale, c'est celui capable de répondre à la question de savoir si oui ou non la vie n'est possible nulle part ailleurs que sur la planète Terre. C'est-à-dire le meilleur biologiste, le meilleur botaniste et le meilleur géologue, c'est celui qui peut répondre à la question de savoir si oui, la vie est possible dans d'autres planètes. Donc, ils doivent faire le tout, pour, n'est-ce pas, emboîter le pas aux roboticiens, aux mathématiciens, aux physiciens qui se trouvent là, n'est-ce pas, dans l'espace. J'ai dit. Nous allons passer à la dernière phase qui est, n'est-ce pas, la conclusion. En conclusion, vous venez de prendre connaissance, n'est-ce pas, dans le contenu ci-dessus de l'argumentation qui milite, et qui pour nous milite en faveur, n'est-ce pas, d'un changement du signifiant science de la vie et de la terre en science de la matière et de l'univers ou encore en science des règnes et de l'univers. Ce fut un travail de démonstration et nous sommes persuadés de sa pertinence. Cependant, nous restons ouverts aux critiques de tous ordres car aucune œuvre humaine ne saurait être parfaite. Jamais il n'y a deux sans trois, comme le dit cet adage populaire. Si dans l'histoire, le signifiant science d'observation s'est vu substitué par science naturelle et ce dernier à son tour par science de la vie et de la terre, pourquoi ne donc pas rectifier le tir en adoptant l'appellation science de la matière et de l'univers au regard de la portée de nos travaux? Point d'interrogation. Voilà, donc ceux qui ont des questions à poser peuvent le faire et ceux qui ont des remarques à faire aussi peuvent le faire. Je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs.